Bonjour Simona Taliani. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cet entretien dans le cadre de la chaire Yves Oltramar, Religion et politique dans le monde contemporain. Simona Taliani, vous êtes notamment anthropologue et psychothérapeute. Vous êtes actuellement professeure assistante au département Culture, Politique et Société à l'Université de Turin et également collaboratrice du centre Frantz Fanon, fondé en 1996, également à Turin. Le centre Frantz Fanon qui propose donc des consultations et des traitements gratuits aux migrants et à leurs familles. Vous avez commencé par compléter un master en psychologie et vous avez ensuite fait un doctorat en anthropologie où vous êtes concentré au Cameroun sur la question de comment est-ce que les familles dans des contextes non urbains choisissaient parmi différentes trajectoires thérapeutiques. Et vous êtes notamment concentré sur la question de comment est-ce que la sorcellerie pouvait être un point focal pour comprendre les relations sociales dans ce contexte. Simona Taliani, toute votre vie, vous êtes intéressée aux questions de la santé mentale, de la migration, de la violence, plus particulièrement des familles de réfugiés, de migrants et des politiques de l'enfance. Et ces dernières années, vous êtes concentré dans votre travail sur les femmes nigérianes en Italie, victimes du trafic humain. Donc Simona, en écoutant votre biographie, on a vraiment l'impression que vous battez farouchement pour l'accès des migrants et des réfugiés à la santé mentale, à ce droit fondamental des citoyens, pour des citoyens qui finalement n'en sont pas vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est ça votre mission et comment est-ce que ça vous est venu en fait? Alors, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci pour la présentation et les questions et la profondeur, la précision avec laquelle vous avez présenté ma biographie. Je dois avouer, bien sûr, que les masters en psychologie faits à l'époque, quand j'étais jeune, même dans un esprit de contestation, j'étais très critique par rapport à la psychologie que j'étais en train d'apprendre dans l'académie, a toujours marqué mon chemin. C'est-à-dire que les questions autour de la clinique, d'un espace thérapeutique pour se soigner des troubles, des souffrances intimes, intérieures, a été toujours pour moi une fil rouge qui a maintenu sa force et sa vitalité jusqu'aujourd'hui. Donc, quand j'ai approché l'anthropologie, c'était plutôt l'anthropologie médicale et psychologique qui avait pour moi quelque chose à me dire et à m'aider pour dire mieux de ce que la psychologie n'avait pas vraiment abordé. À fur et à mesure que je continue les études et les travaux sur cette question, à un certain moment, peut-être c'est pas vraiment une question chronologique, c'était bien articuler la question des immigrés, des réfugiés à illuminer ce que vous avez appelé une mission. C'est-à-dire comment construire des conditions de parole et des contextes cliniques où des personnes déracinées ont la possibilité de trouver des chemins d'intégration qui ne sont pas imposés par des catégories extérieures, mais qui sont construits, négociés dans un processus de connaissance réciproque. Donc, pour moi, la question de la santé mentale, du bien-être de l'individu, bien sûr, est toujours au cœur de mes recherches et de mon travail clinique, mais c'est pour construire un lieu où c'est possible partager, construire ensemble des chemins thérapeutiques, des catégories de pensée qui ne sont pas préordonnées, ni à partir de ma propre culture professionnelle, ni à partir de la culture de l'autre,
mais qui sont construits à fur et à mesure qu'on se connaît mieux, qu'on comprend ce qu'est la souffrance qui est dite ou qui reste dans les silences parce qu'il n'y a pas vraiment des moyens d'expression. Et donc, c'est donner le temps pour faire surgir une autre clinique possible. Que c'est pas dire qu'il faut toujours bien être, c'est-à-dire c'est pas une obligation à que tout est résolu et que la vie, comment je peux le dire en français, c'est toujours une vie de succès et de bonheur. C'est aussi rester dans les malheurs ou bien dans des chemins qui sont plus compliqués, mais donner un lieu d'écoute et de soutien à cette recherche continuelle que les individus font dans leur parcours migratoire. Bon, c'est plutôt ça ma mission, de n'être pas un piège d'idéologie humanitaire ou bien oui, d'une aide qui va sauver des populations pour donner les bonheurs, mais c'est de rester ensemble dans des questions conflictuelles où les paradoxes, les difficultés de l'existence sont toujours là et on cherche ensemble de trouver un chemin différent pour chaque patiente qui est prise en charge. Donc, c'est vrai que aussi la recherche, notamment que je fais dans des pays de l'Afrique subsaharienne, le Cameroun, le Mali, aujourd'hui le Mozambique, c'est toujours, comment je peux dire, inspiré ou bien influencé par cette recherche. Quand je travaille, par exemple, dans les domaines de la soi-dit médecine locale ou traditionnelle, c'est pas pour chercher le bon guérisseur ou c'est pour chercher des personnes qui sont là pour interroger la souffrance et rester à côté du patient pour une temps qui peut être dans les domaines de la souffrance psychique, même infinie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre en vitesse. Merci. Merci. Donc, Simona Taliani, actuellement, vous êtes invitée ici à l'Institut pour un cours sur les diasporas mélancoliques, où vous reprenez ce terme mélancolique de Sarah Kaplan pour essayer de penser le rapport au passé des personnes en situation de migration. Mais non seulement le rapport au passé, mais également le rapport au futur, parce que au cœur de votre réflexion, on trouve toute la dimension politique de la migration qui est trop souvent liée par le processus bureaucratique d'asile. Et peut-être, on va essayer de le voir avec vous, par la psychiatrie et plus précisément par la psychanalyse. Donc, voilà, en lisant un peu vos textes, on s'est dit qu'on ne pouvait pas traiter des souffrances de ces personnes sans les accorder à leur dimension historique et politique. Et on ne peut pas continuer à les individualiser sans les accorder au diapason de leur dimension collective. Maintenant, j'ai une question pour vous, Simona Taliani. L'autre jour, j'écoutais une émission radio à grande échelle où on demandait à une célèbre politicienne quel était son regard et son programme sur la question de l'immigration. Imaginez qu'on vous pose cette question maintenant à vous, de cette façon. Comment est-ce que vous voyez le problème de l'immigration? Comment est-ce que vous voyez la question de l'immigration? Comment est-ce que vous réagissez à cette question? Alors, je ne sais pas si dans les domaines politiques, dans les langages des politiciennes, c'est important de voir une différence entre les définitions qu'on donne à un phénomène social. Donc, je ne sais pas si pour une politicienne, parler des problèmes, aux questions, aux situations, aux conditions, ça fait vraiment la différence. Peut-être que dans un certain domaine, cette expression sont toujours des synonymes à peu près pour exprimer la même chose. Alors, en tant qu'en sciences sociales, on ne peut pas faire cette traduction qui vont simplifier beaucoup les choses. Et déjà, parler des problèmes migratoires ou questions migratoires, ça fait la différence. Alors, si on aborde la question migratoire comme problème,
on est déjà dans un discours dominante. Ça, c'était déjà Abdelmalek Sayad qui nous invitait à réfléchir sur ça, où le classement bureaucratique et politique et juridique a la mieux. C'est-à-dire, ils ont déjà établi que c'est un problème à résoudre, à faire de politique pour certaines choses au côté scolaire, sanitaire et tout ça. Il y a bien sûr, peut-être, il y a, non pas peut-être, il y a bien sûr de chercheurs ou chercheuses dans le domaine des sciences sociales qui restent dans ces chemins, prennent les catégories déjà construites bureaucratiquement et continuent leur travail de recherche sur ça. Par exemple, les contextes que je connais mieux sur les femmes victimes de traite, ça peut être abordé en utilisant la catégorie des victimes de traite. C'est une catégorie juridique qui déjà existe dans le domaine social et qui est construite exprès par des lois, de langage bureaucratique, des institutions sociales, et qui fait de la victime de traite un problème. Donc, il faut des experts pour reconnaître, par exemple, la victime de traite. Il faut avoir un processus d'identification déjà à la frontière et tout ça. Moi, je n'ai jamais choisi cette chemin, c'est-à-dire je ne peux pas prendre un sujet de recherche sans faire une déconstruction de la construction sociale et juridique qu'on a déjà fait de lui par des autres. Donc, pour répondre à votre question, pour moi, ce sont déjà plusieurs questions que vous me posez. Problème migratoire, question migratoire, ou bien je peux suggérer conditions migratoires, situation migratoire. Alors, si j'aborde la question de la condition migratoire, d'une situation migratoire, je dois affronter la question d'une relation à deux ou à plusieurs sujets. Donc, les problèmes migratoires, ce n'est pas les problèmes que les immigrés posent à la société d'accueil, mais c'est une relation. Donc, comment les dispositifs d'accueil et la hétérogène population des migrants engendrent des situations qui, à certaines conditions historiques, représentent des problèmes ou pas. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais c'est pour dire attention aux mots qu'on utilise, parce que déjà dire que la migration est un problème, ça signifie être dans un chemin précis qui, bien sûr, pour les politiciens est à la base de leur discours, mais qui ne doit pas être pour nous en tant que chercheurs dans les domaines des sciences sociales. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur l'importance du langage, qui est un fil rouge un peu à toutes nos questions. Maintenant, peut-être pour donner un peu plus de contexte par rapport à Frantz Fanon, qui a été, qui est une inspiration majeure dans votre travail et votre approche, est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu la différence entre, d'un côté, situation culturelle et de l'autre, situation coloniale, qui sont des clés d'intelligibilité qui traversent toute l'œuvre de Frantz Fanon? Et pourquoi est-ce que ces catégories sont toujours d'actualité aujourd'hui dans votre travail? Bien sûr. Alors, le fait que Frantz Fanon a beaucoup inspiré mon travail, mais je dois dire, reconnaître tout d'abord que c'est notre travail parce que je fais partie d'un groupe de travail. C'est grâce à une très chère collègue qui s'appelle Roberto Beneduce, que quand a été le moment de nommer les centres où je travaille pour la clinique et la recherche, a proposé au groupe de le nommer Frantz Fanon. C'était à peu près la moitié des années 90, parce que l'expérience du centre Frantz Fanon est commencée pour
Roberto et des autres collègues, même un peu avant, c'était les 82, les 84, mais les 96 a été le moment de la constitution d'un groupe. Et quand lui a proposé Frantz Fanon, je dois avouer que j'étais une jeune étudiante, j'avais juste terminé les masters en psychologie. Il n'y avait aucune réflexion dans l'université sur Frantz Fanon. C'était un personnage pour moi vraiment presque inconnu. Et on rigole entre nous au centre Frantz Fanon en disant que peut-être même pour les dirigeants du centre de santé publique, parce qu'à l'époque, les centres étaient dans le département de santé mentale, c'était presque un personnage inconnu parce que sinon, jamais personne avait autorisé à utiliser le nom de Frantz Fanon. C'est-à-dire, il était un personnage tellement au cœur de la lutte anticoloniale et d'une psychiatrie renouvelée, réformée, qui même en Italie, même si l'histoire est très différente par rapport à la France, personne au niveau de dirigeants avait autorisé à utiliser le nom de Frantz Fanon. Peut-être ça, c'est aussi l'oubli que Frantz Fanon a eu en France pour vraiment plusieurs années, où son nom n'était pas évoqué ni par des centres de recherche, ni par des cercles, ni par des associations. Alors, Frantz Fanon, en tant que psychiatre, a nous aidé à comprendre d'une façon claire l'insurgence, oui, l'origine et les moments où, je ne sais pas si c'est le mot français correct, mais c'est manifeste le drame psychique dans un contexte politique violent. Donc, il a vraiment bien mis à l'attention des collègues cliniciens le fait qu'on ne pouvait pas traiter la souffrance individuelle psychique sans prendre en considération les contextes social et politiques où l'individu était tendu par des rapports de force asymétriques. Alors, c'est ça la situation coloniale. C'est une situation où ce qui on est en tant qu'être humain, donc aussi en tant qu'être culturel, est déjà pris dans des relations de pouvoir qui préexistent à nous et qui nous influencent dans tout notre parcours d'individualisation. Parler seulement d'une situation culturelle, ça risque de tomber dans un discours culturaliste où semble que la seule différence qu'on a est une différence culturelle, mais où la culture est considérée d'une façon historique comme quelque chose qui n'est pas imbriqué dans les contextes du pouvoir. Alors, Frantz Fanon a été le premier à souligner, par exemple, que dans les pavillons de Blida-Jonville, l'hôpital psychiatrique qu'il était allé à diriger en Algérie, les patients mis dans une condition d'exprimer son malheur en français étaient déjà mutilés au niveau culturel par des rapports de pouvoir asymétriques avec des professionnels qui n'autorisaient pas à s'exprimer dans une langue maternelle. Mais ce n'est pas une question juste de culture. Oh, je parle arabe, le kabyle, je suis forcée à parler le français. La langue ici est déjà un enjeu politique. Quelle langue je suis autorisée à parler? Où je peux m'exprimer dans une langue que je connais mieux ou que j'ai appris dans un contexte violent, dans un contexte hégémonique où il y avait cette imposition de la langue. Donc, la situation culturelle, si on la voit comme ça, comme réduction au minimum d'une différence juste à la culture, ça risque de nous faire tomber dans un dispositif très culturaliste. Donc, bien sûr, on ne peut pas se comprendre parce qu'on ne parle pas la même langue, ou bien tu as des autres valeurs, ou bien tu as des autres coutumes et habitudes. Si on reprend tes coutumes et tes habitudes, bon, toutes les choses vont se résoudre.
Non, il n'y a plus cette possibilité de nettoyer les contextes quand les rapports de pouvoir ont été tellement asymétriques. Et alors, Frantz Fanon, en parlant des situations coloniales, il faut les rappeler, c'était une expression proposée par Georges Balandier dans son analyse sur les bassins du Congo en époque coloniale. C'est posé dans un chemin de reconnaître l'infrapolitique, les rapports politiques les plus intimes qui vont à rentrer dans les rapports sexuels, les rapports de la famille, et aussi les rapports psychiques à soi-même. Alors, situation coloniale, ça veut dire bien sûr prendre en considération aussi la culture, mais pas une culture historique, créée dans une vide historique, mais de la écouter et apprendre toujours à partir de rapports de pouvoir qui sont en jeu dans une certaine situation historique. Du coup, voilà, en parlant un peu du langage, l'importance un peu comme ça du vocabulaire et puis ces rapports de pouvoir qui peuvent un peu apparaître, du coup, ça introduit pas mal nos prochaines questions. Avant, on a parlé de mélancolie, mais on n'a pas parlé de diaspora. Donc voilà, je vais juste commencer par une petite introduction étymologique parce que, peut-être, je pense que vous le savez, mais diaspora en grec, ça veut dire dispersion, dissémination. Ça vient de spora qui veut dire ensemencement. Et c'est issu du verbe spero qui veut dire semer, qui a notamment donné spore en français, en tout cas. Et du coup, paradoxalement, en fait, il y a une tension dans le terme tel qu'on l'utilise. Parce que chez nous, on parle de diaspora africaine en Suisse ou de diaspora turque en Allemagne. Et plutôt que d'insister sur la dissémination du groupe en fait, social depuis un lieu originel, on prend le terme comme étant le concept qui insiste sur l'organisation de ces réfugiés dans un lieu d'habitation précis. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce glissement sémantique? Est-ce qu'on peut comprendre que finalement les migrants dans le langage ordinaire, donc politique, comme on a pu un peu le voir avant, ils sont rassemblés autour de leur condition commune de migrants? Ou bien est-ce que c'est un terme qui homogénise ces populations et qui éloigne de la pensée des réalités vécues au sein d'un système qui empêche de penser les questions plutôt éthiques et morales des expériences qu'engendre en fait la migration et qui cache sous des problèmes techniques, comme on a vu avant, de gestion de problèmes? C'est vraiment une question très complexe. J'espère d'avoir les moyens pour répondre à plusieurs niveaux. Alors, c'est bien de souligner l'origine étymologique du mot. Et cette origine étymologique, si on va la prendre au sérieux, donc on va métamorphoser le langage botanique pour les êtres humains, nous donne la sensation d'être confronté à une dispersion qui peut être arbitraire et qui, bien sûr, interroge la généalogie, mais sans avoir la possibilité de mettre ordre aux structures dans cette généalogie. S'aimer, rester dans la métaphore botanique, ça signifie s'exposer à l'arbitraire d'agents atmosphériques, du vent qui vont faire perdre sur les territoires l'individu de la specie, je ne sais pas comment le dire, de l'espèce, excusez-moi, et leur destin est inconnu, en fait. C'est imprévu, c'est quelque chose d'inédit qui va se construire. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à utiliser le mot diaspora, mais peut-être pas dans le même esprit des études sur la diaspora, donc les diasporic studies ou bien cette chemin. C'est-à-dire pour rester lié à une généalogie qui risque de se perdre et qui donne la possibilité de voir
les expressions inédites et aussi un certain désordre du phénomène social. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans la migration, dans ce travail de dispersion sur les territoires, il y a des étapes, il y a des stades, il y a des âges. Sayad parlait des âges de la migration. Et les groupes même qui s'est dispersés par le monde a une sorte de tension à se reconstruire, à faire lien, à trouver des moyens pour ne pas être trop isolé, parce que cette dimension inconnue de l'existence peut nous donner de l'angoisse, de la peur. C'est pas facile d'être pionnière et seule d'un chemin. Donc, la diaspora qu'on a mis dans cette perspective étymologique peut bien voir des moments où les groupes commencent à chercher un moyen de former des liens sociaux, de ne pas être trop isolés dans les territoires, mais de commencer à faire groupe. Et ça, bien sûr, peut être pris ou mal pris par certaines politiques de l'accueil. Et donc, créer aussi des ghettos, par exemple, des quartiers des immigrés turcs ou bien italiennes, où on peut vraiment travailler historiquement sur plusieurs trajectoires migratoires qui font l'expression d'une certaine appartenance du groupe qui cherche de reconstruire un lieu d'origine mythologique pour n'avoir pas la sensation d'avoir trop dispersé l'identité dans les territoires. Donc, la diaspora, c'est un mouvement complexe à décrire. Et il y a des moments historiques où une diaspora peut avoir des mouvements de liaisons qui sont manipulés par la politique et qui risquent d'enfermer les groupes dans un territoire précis. Frantz Fanon, on avait parlé de lui avant. Frantz Fanon, pour donner une sorte d'expérience aussi un peu ironique à cette ghettisation des immigrés à l'époque, quand il était arrivé en France, il étudiait à Lyon médecine. Il disait à ses amis, ça c'est sur la biographie qu'écrit Alice Cherki, je veux me lactifier un peu. Donc, il s'est moqué d'une certaine façon de cette ghettisation de la diaspora, des quartiers construits autour de la population diasporique des immigrés, et pour se mélanger à d'autres parties de la ville. Et pour lui, c'était justement la question de réfléchir sur la lactification, le processus de blanchir sa propre identité. Mais c'est d'une façon ironique dire qu'il y a quand même dans cet encadrement et ghettisation de l'autre toujours des individus qui cherchent de dépasser les frontières construites, pas seulement au niveau de État-nation, mais aussi dans notre ville, des frontières invisibles qui font si que je me reconnais partie d'un groupe et pas de l'autre quartier qui est proche de moi. Je voudrais aussi répondre la question de liaison que j'ai cherché de faire entre diaspora et mélancolie, juste pour dire un mot. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup inspiré lire l'article de Sarah Kaplan, mais je dois avouer que peut-être là, je suis encore plus inspirée par une anthropologue italienne qui s'appelle Ernesto De Martino, qui n'a pas travaillé sur des questions liées spécifiquement à la migration,
mais plutôt à la condition de la classe subalterne du sud de l'Italie. Il avait travaillé en Puglie, en régions comme la Basilicata, la Calabria, donc les régions les plus au sud de l'Italie, sur des paysannes qui n'avaient vraiment pas les moyens de faire reconnaître leur savoir, leur discours, leurs pratiques par une culture dominante, que c'était l'expression de l'État-nation à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, où l'Italie était en condition de se reconstruire, de reconstruire les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Et Ernesto De Martino avait souligné qu'il y a une partie de la population dans chaque société qui a un rapport au temps très complexe, parce que l'avenir qui est rêvé dans le passé n'arrive jamais. Donc, c'est une imbrication de la durée, pour la dire avec le langage bergsonien de Jean-François Bayard, une reconnaissance qu'il y a une partie de la population qui est, d'une certaine façon, obligée à être mélancolique. Si on prend de la mélancolie pas comme un sentiment d'un objet perdu qui est dans le passé, mais si on prend la mélancolie comme une structure de sentiments d'un objet futur que j'ai rêvé ou imaginé dans le passé et qui n'arrive jamais. Et donc, le temps présent est vraiment un temps presque de la désespération et de la perte d'espoir, parce que tout ce que je imaginais de l'avenir dans mon passé n'arrivera jamais. Et je vis cette condition d'une impossibilité radicale. Alors, mélancolie, pour moi, c'est une expression qui est prise à cette condition, nous oblige à penser les passés et les futurs ensemble. Ce n'est pas seulement une réflexion sur le passé, mais c'est comment les immigrés qui font les voyages, qui ont toute une projection de l'avenir dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur tête, parce que dès qu'on a décidé de partir ou a été forcé à partir, on commence un travail psychique qui nous plonge dans l'avenir. Et tout ce qu'on a imaginé ou rêvé n'arrive pas, jour après jour, mois après mois, année après année. Et donc, je suis dans une condition vraiment d'impossibilité de réalisation du futur que j'avais imaginé. C'est ça un peu la notion de mélancolie que je cherche d'associer à la diaspora. Merci pour ces précisions. Donc pour continuer encore sur une dernière question sur cette importance du vocabulaire. Dans un entretien assez célèbre entre les sociologues dont vous avez parlé, Abdelmalek Sayad, et ici avec Jean Leca, et je pense pouvoir dire sans exagérer qu'ils vous ont beaucoup inspiré aussi, ces deux auteurs, ils soulèvent donc la problématique du langage, et plus particulièrement du langage chargé polémiquement. Par exemple, ces termes qu'on utilise tous les jours, dont le sens est commun, qui sont nationaux contre immigrés. Enfin, nationaux d'un côté, immigrés de l'autre. Ça sous-tend, par exemple pour nationaux, un ordre des choses établi. D'une part, on a les gens qui sont légitimement chez eux. Naturellement, on serait tenté de dire, d'ailleurs le terme naturalisation qui est juste derrière. Et de l'autre, on a des gens définis par leurs conditions d'extériorité, du dehors, exclus de ce système. Donc on a là vraiment une distinction qui s'opère, et comme pour dire avec Bourdieu, on crée en quelque sorte du discontinu avec du continu, qui est l'humanité, en fait, la condition humaine. Et pour contrer cet ordre des choses, je crois que c'est Jean Leca qui propose la démarche des concepts stipulatifs, donc c'est-à-dire remplacer en fait ces concepts qui sont chargés polémiquement par d'autres concepts qui véhiculent un autre sens.
concrètement ici, il propose, au lieu de nationaux immigrés, par exemple, qu'est-ce que ça ferait si on pensait en termes d'installés à l'intérieur contre entrants, des gens qui sont entrants. Et voilà, c'est quelque chose qui soulève tout un autre imaginaire. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est, vous, dans votre travail et surtout dans vos différentes casquettes, anthropologue, psychothérapeute, comment est-ce que vous arrivez à travailler avec ces concepts qui sont tellement chargés polémiquement et au final où le rôle vis-à-vis du politique est très différent entre anthropologue et psychothérapeute. Est-ce que selon vous, il y a un énorme travail de décolonisation de ce vocabulaire à opérer, non seulement dans les sciences sociales, mais dans les espaces thérapeutiques? Merci Edouard. Alors, l'imaginaire disciplinaire est une des points de force de notre travail. Donc, l'effervescence, la créativité, imaginer autrement les questions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver dans l'espace de confrontation académique, les séminaires, la classe, transmettre aux plus jeunes, mais aussi entre nous, cette énergie qu'il faut pour penser autrement les choses. Oui, vous avez raison, l'article de l'entretien entre Sayad et Leka m'intéresse beaucoup, m'a beaucoup marqué, parce que c'est un dialogue, je trouve, très clair, qui nous permet de reconnaître comment faire recherche, signifie aborder des questions méthodologiques et éthiques qui ne sont pas résolues. Donc, vous avez, je pense, bien à l'attention les passages où Jean Leka cherche de définir l'objet des sciences sociales comme puissant, peu puissant, résistante, récalcitrante. Ça m'a marqué beaucoup l'effet qu'il a dit d'une façon très simple. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire l'ethnographie parce que l'ethnographie, d'une certaine façon, est une processus violente d'imposition d'une vision du monde à l'autre. Et il y a des sujets qui ne permettent pas aux chercheurs d'imposer leur vision du monde à eux. Mais il dit aussi, bon, les immigrés n'ont pas ce pouvoir, mais quand même, ils ont la possibilité d'être récalcitrantes, résistance en face du chercheur. Donc, il y a des questions méthodologiques, éthiques, là, qui se posent d'une façon très nette, et je trouve que c'est très important aujourd'hui, dans un contexte où la migration est devenue aussi un marché, une business, et aussi pour les chercheurs est devenu une sorte de business, continuer à réfléchir sur ça. Or, vous avez posé la question comment produire un autre imaginaire, inventer des catégories qui nous forcent à voir les choses autrement. C'est un travail à faire parce que, bien sûr, surtout dans les domaines de la psychiatrie et de la psychologie, il y a encore un attachement, un attachement rigide à ses propres catégories et les professionnels ne sont pas disponibles à trop mettre en question leur façon de construire la relation avec l'autre. Ça, c'est un point, par exemple, pour répondre aussi la question que vous m'avez posée avant, qui concerne les politiques sur la migration. Si on prend la migration comme problème, comme on avait dit avant, et on cherche de la résoudre, il faut juste former des experts pour apprendre des techniques faciles qui vont à gérer, par exemple, les centres de santé d'un pays.
Alors, on fait une alphabétisation sanitaire. On traduit très bien les règles dans plusieurs langues. Il y a pas mal des interventions qui sont fondées juste sur la résolution du problème et des expertises qui vont à simplifier beaucoup les questions. Donc, cette semaine n'obligera jamais les professionnels qui travaillent dans ces espaces à imaginer autrement des questions. Sont déjà des chemins qui on nous donne la tranquillité de travailler comme toujours, sans être obligé à voir autrement les questions. Et c'est toujours la faute de l'autre s'il n'a pas lu dans sa langue les carnets, les règles qu'on avait bien traduits. Alors, c'est quoi ça? J'avais fait tout ce qu'il pouvait faire pour lui faire bien comprendre les règles, et même dans sa langue, il ne comprend rien. Donc, ce sont des petites anecdotes que je reprends de ma expérience, pas des recherches, c'est plutôt vraiment anecdotique pour dire ce qui se passe dans les services publics en Italie. Alors, faire un travail, si on veut utiliser les mots qui est un peu à la mode maintenant, de décoloniser les savoirs et les pratiques, il faut dire aux professionnels, parce que je pense qu'aux chercheurs, on le dit déjà, que la réalité est bien complexe, que ce n'est pas seulement une question d'apprendre une technique nouvelle qui va résoudre les problèmes. Peut-être on le verra plus tard, mais que la question de la traduction, ce n'est pas une question qu'on peut résoudre pour trouver les mots corrects pour exprimer une vision du monde complexe. Traduire, ça signifie qu'on reste assise 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, qu'il n'y a plus les temps bureaucratiques du système sanitaire national, mais qu'il y a les temps de la relation et de la traduction qui nous impose d'écouter, de réfléchir, de voir aussi toutes les possibilités de la traduction d'un seul mot, toutes les nuances, les métaphores qu'il va produire et tout ça. Dire ça, c'est vraiment décoloniser les services, et surtout des professionnels de la santé, mais je pense aussi à l'école, pour dire avec un message très clair, votre travail est le travail impossible, comme le disait Freud. Ce n'est pas une technique qui va résoudre d'une façon simple et vite votre pratique quotidienne. Est-ce que vous êtes prêt à travailler sur la complexité? Et on ne dit plus ça dans l'université, au moins dans les contextes italiens. Les psychologues sont très habitués qu'après la subministration de 2 séances de tests, ils vont comprendre la personnalité d'une personne. C'est ça qu'on apprend dans l'université aujourd'hui. C'est une technique. C'est très simple à l'apprendre. Tu dois faire juste un training, payer 2 000 € pour apprendre les Rorschach, et après c'est tout. Tu peux subministrer les Rorschach et apprendre la personnalité d'une personne en 2 séances. Bon, je rigole, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est difficile de coloniser à cette condition. C'est vraiment difficile. Fanon avait cherché, par exemple, de travailler sur la question de apperception test, des tests pour le diagnostic de la personnalité. Il a écrit notamment sur ça, les TAT et les femmes musulmanes. Et il avait reconnu que c'était une méthode qui était à l'origine des réponses psychotiques des femmes qui n'étaient pas psychotiques du tout, mais qui cherchaient de répondre à une stimulation extérieure et qui ne pouvait pas être attachée à aucun imaginaire. Et donc la réponse c'était juste il y a une chaîne ou il y a une femme, sans la possibilité de projeter sur la table une histoire. Et c'est la pire des réponses dans un test comme ça, parce qu'il faut toujours projeter quelque chose
et inventer une histoire. Donc, les femmes-là restaient, dit Fanon, liées à l'état de il y a ça. La description du dessin et pas la projection d'un monde intérieur sur la table extérieure. Mais pour lui, c'était clair que la stimulation donnée était hors du sens pour les femmes. Et donc, ce n'était pas une faute cognitive ou bien une faute structurelle de leur psychisme, c'était l'impossibilité de projeter sur une extériorité loin quelque chose de soi-même. La méthode est faux, disait Fanon. Alors, comment obliger aujourd'hui les professionnels à retourner sur cet défi et chemin pour répondre au sérieux, par exemple, comment on peut construire des conditions de parole où l'autre peut projeter quelque chose de soi-même. Et la seule question est l'adaptation du test. On va le traduire dans une langue qui est plus proche de la langue maternelle de la personne. Ce n'est pas ça le problème. Du coup, Simona Tagliani, vous en avez parlé, mais je rebondis dessus, je peux pas trop m'empêcher. On a lu, pour préparer cette interview, quelques-uns de vos textes, et notamment Institution délirante et désir hypothéqué, Penser la migration avec Frantz Fanon, et certains passages de l'Oedipe et l'Ogbunge. Voilà. Et on avait l'impression que dans ces textes, vous questionniez l'émergence d'une nouvelle psychanalyse ou d'une nouvelle thérapie psychanalytique. De l'immigré, enfin des personnes migrantes, en statuant sur l'importance justement de la langue et de sa place dans la cure analytique. Et là, c'est ce que j'ai l'impression que vous avez dit un peu avant, mais est-ce que la psychanalyse devrait un peu sortir de cette rigidité et puis devrait enfin s'attaquer aux défis éthiques et techniques, selon vos termes, par exemple, d'introduire un tiers dans la cure, et par tiers, là, j'entends un traducteur. Et qu'est-ce que ça changerait fondamentalement à la cure elle-même, et puis surtout aux acteurs de cette cure, que ce soit le thérapeute ou que ce soit le ou la patiente. Voilà, et puis peut-être qu'on peut faire un lien aussi avec votre centre et la pratique que vous avez là-bas au centre Frantz Fanon à Turin. Peut-être que c'est par là que... Oui. Alors, moi, j'avais fait une école de formation psychanalytique en Italie, mais je ne peux pas vraiment ni dire moi-même, et je dis ça parce que je ne suis pas reconnue par les autres en tant que psychanalyste. J'avais fait une école, mais pour être reconnue comme psychanalyste, là, c'est toute une autre démarche à faire. Et c'est vrai qu'après l'école, je m'étais aussi un peu détachée de la psychanalyse apprise. Donc, c'est vrai ce que vous avez dit, que je cherche de trouver une autre psychanalyse possible, mais en sachant que c'était mon choix de ne pas rester dans les domaines psychanalytiques. Donc, c'est plutôt une démarche un peu isolée et faite en solitude. Ce n'est pas pour changer les groupes psychanalytiques, parce que je ne suis pas dans des groupes psychanalytiques. Mais je suis toujours intéressée beaucoup au discours psychanalytique, bien sûr. Et je cherche de le changer, c'est vrai. J'avais eu cette possibilité grâce à une rencontre. Je pense qu'il faut souligner toujours qu'on a des rencontres qui nous changent dans la vie. Et je tiens à rappeler les rencontres avec Marcelo Vignard et Maren Ulriksen Vignard, deux psychanalystes uruguayennes que j'avais rencontrées à Lima. Ça fait vraiment 10 ans à peu près maintenant. Et le discours de Marcelo m'est arrivé d'une telle puissance parce que donner à sa psychanalyse une virulence politique et culturelle qui m'a frappée et m'a fait dire, bon, alors une autre psychanalyse est bien possible. Et donc, je me suis approchée à ces travaux sur violence d'État et psychanalyse et tout ça. Mais
c'est vrai que, par exemple, peut-être que les settings de Marcelo et de Maren et des autres collègues, ça reste plutôt un setting psychanalytique classique, à deux. Et nous, ce qu'on cherche de faire, dans un espace que plutôt on attache à l'histoire de l'ethnopsychiatrie, c'est d'ouvrir les settings thérapeutiques. Alors, attacher l'expérience du Centre Frantz Fanon à l'ethnopsychiatrie ne signifie pas avoir une vision romantique et édulcorée de ce qu'est l'ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie a été une discipline dans les années 50 très complice du discours colonial. Et donc, Fanon était par exemple très critique sur l'ethnopsychiatrie. Parce qu'à l'époque, il y avait une ethnopsychiatrie complice de la colonie. Donc, les seules choses que Frantz Fanon avait écrites sur l'ethnopsychiatrie étaient critiques par rapport à ça. Mais on ne veut pas effacer cette histoire et on veut chercher de fonder une nouvelle ethnopsychiatrie, capable de travailler sur les rapports de pouvoir pour ne pas rester piège des rapports de pouvoir. Je fais un petit exemple, très anecdotique. Alors, pendant mon training dans l'école psychanalytique, on parlait bien sûr des étrangers, des immigrés. On parlait de setting où une patiente sénégalaise est suivie par une psychanalyste. Alors, je me rappelle très bien une collègue française qui, pendant une supervision clinique, disait « Je rencontrais cet homme sénégalais ». Les settings restaient classiques et elle ajoutait « Parfois, il parle dans son dialecte ». Ça peut arriver que dans un setting classique, plusieurs langues se manifestent. On permet au patient de parler son dialecte et on n'aperçut jamais que ça, c'est déjà construire un rapport de pouvoir à l'autre. Sa langue est un dialecte, donc c'est déjà une asymétrie par rapport aux valeurs de le moyen de communication. Et en plus, c'est où les rapports de pouvoir? C'est que moi, j'ai choisi de ne pas me donner les moyens pour te comprendre. C'est moi que j'ai choisi qu'est-ce que je écoute de toi et je comprends et qu'est-ce que j'écoute sans le comprendre. Tu peux bien t'exprimer dans ta langue, tu peux même me donner quelques mots en wolof, mais ça reste au niveau folkloristique. Ça, c'est le culturalisme. Je ne prends pas cette rencontre comme la possibilité de faire une démarche sur moi-même et mes catégories pour entrer dans un espace linguistique où je suis le sans-savoir et où le patient est vraiment la personne qui a un certain savoir. Et les rapports de pouvoir restent asymétriques dans les mains de psychothérapeutes. Oui, tu peux parler en wolof, mais après, on continue la vraie thérapie, que ce n'est pas en wolof, c'est en français. Alors, pour donner des petites vignettes techniques, au Centre Fanon, le fait qu'il y a une collègue qui est mise dans la place des médiateurs-traducteurs, ça signifie de mettre en place une scène, c'est un théâtre, la cure, où dire les choses dans une certaine langue ont la possibilité d'être entendus, traduits, faire à la langue tout un parcours inédit. Pensez-vous, la seule situation par laquelle une thérapeute doit rester en silence et ne comprend rien de ce qui se passe entre deux compaysennes qui parlent en lingala, en bambara ou plutôt en farsi,
n'importe quelle langue, quechua et tout ça. C'est une altération des rapports de pouvoir. Déjà dans la relation, ça est mis en place. Ce n'est pas une leçon pour expliquer comment changer les rapports de pouvoir, c'est l'exercice même d'un changement de position. Les thérapeutes n'est plus seul avec ses catégories, son inconsciente, ses techniques, sa pratique, mais doit négocier avec des autres comme on dit, la façon de... non, je n'ai pas les mots en français, mais de toute façon, la direction de la cure, le brouillon de la séance et tout ça. Il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il n'est plus le maître de la situation. Il doit se déplacer. Peut-être ce n'est pas une véritable décolonisation, il reste toujours attaché à ces catégories, mais quand même, c'est un déplacement. Je n'arrive à comprendre rien. Je dépends de la traduction. Et là, la traduction est importante. Ce n'est pas un dialecte. Ce n'est pas qu'on laisse tomber les mots en dialecte. On reste sur les mots en dialecte. Comment traduire cette expression? Quelle nuance est là dans ta langue? Comment a été utilisée? Donc, c'est ça, ce qu'on cherche de faire au Centre Frantz Fanon. Ça, bien sûr, c'est un premier niveau méthodologique qui change les settings thérapeutiques. Après, il y en a bien des autres, mais c'est un premier niveau nécessaire à ce déplacement et décolonisation de la thérapie. Merci beaucoup. Merci. Ok. Peut-être pour terminer, vu qu'on est parti un peu sur l'approche plus clinique de votre travail, si on regarde un peu l'évolution de la psychiatrie occidentale ces dernières années, même ce dernier siècle, on voit une évolution qui va plutôt à l'encontre de votre approche, qui essaie de mêler un peu, de se faire rencontrer la psychiatrie et les sciences sociales. Et pourtant, si on regarde un peu au début du XXe siècle, il y avait des auteurs très influents qui proposaient par exemple une psychiatrie historico-culturelle. Et là, je pense des gens que je ne connais pas trop, mais dans l'histoire, c'est des gens comme Henri Wallon, Lev Vygotsky ou Ignace Meyerson. Et d'ailleurs, ce dernier, quand il parlait de la psychiatrie, disait il faut que le praticien ait des bases très solides, par exemple en histoire des religions, en histoire de l'art. Et pourtant, on a vu, à mesure que la psychiatrie se scientifisait, se catégorisait, qu'elle s'est un peu éloignée de ces aspects pluridisciplinaires. D'ailleurs, on parlait avec Nastia de la formation médicale, psychiatrique en Suisse, à Lausanne ici, et que c'est complètement intégré au dispositif médical et finalement assez peu aux sciences sociales. Et concrètement, à l'université, c'est assez séparé même des lieux où les sciences sociales s'enseignent. Et donc, ce que je voulais demander, c'est est-ce que cette évolution et peut-être une certaine globalisation de la psychiatrie occidentale, est-ce que c'est un frein finalement pour opérer ces vraies rencontres pour vous entre psychiatrie et les personnes en situation de migration, et comment vous voyez cette évolution actuellement? Et je pense ici aussi faire rentrer une autre dimension qui est la dimension de l'évolution bureaucratique de la thérapeutique, où on essaie de contrôler de plus en plus, pour des raisons de coût aussi, l'espace thérapeutique. Là où vous insistiez au début, il y a besoin de temps, et il y a besoin de ce temps pour une attention hors des cadres que l'on impose d'une position dominante. Edouard, c'est une question vraiment complexe et très importante, parce que ça permet de réfléchir sur ce que, bien sûr, on connaît qui se passe dans les disciplines, c'est-à-dire certains modes historiques. Et donc, il faut reconnaître que dans le monde, dans les dernières années, la psychiatrie ou bien la psychologie
se sont détachés complètement d'une sensibilité humaniste et liée aux sciences humaines et sociales. Donc, c'est vrai, il y a un processus presque positiviste qu'il n'y avait même pas à la fin du dernier siècle, le 19e siècle. Mais aujourd'hui, on est plus positiviste qu'à l'époque du positivisme. On ne cherche plus les rigueurs scientifiques qui dénuent la complexité de l'être humain. Donc, il semble que les personnes qui font une formation psychologique ou psychiatrique ne sont pas obligées et ne sont pas les besoins d'avoir une formation plus large. C'est comme si ça suffit, c'est la technique, ça suffit, on a bien appris à gérer les problèmes et ça suffit. Donc, ce sont des modes historiques dans les disciplines qui nous interrogent, mais quand même, chaque génération doit avoir quelqu'un qui porte la responsabilité d'une autre vision. C'est aussi votre responsabilité, c'est-à-dire, bon, je rigole, mais chaque génération a une responsabilité autour de cette question. Et donc, je pense qu'il y a des groupes, je connais par exemple le projet Reimaging Psychiatry, un groupe qui, de Los Angeles jusqu'à Nueva Delhi, jusqu'à Maputo, cherche de réfléchir sur une autre psychiatrie possible. Donc, si on regarde bien notre situation actuelle, la psychiatrie n'est pas un domaine homogène. Bien sûr, il y a un discours dominant qui est devenu aussi hégémonique, a trouvé un consensus très large, mais il y a une effervescence que c'est notre responsabilité de la valoriser, de la découvrir, d'aller avoir des autres expériences possibles, de ne pas se laisser enchanter par les discours dominants de la psychiatrie. Et donc, vraiment, c'est une responsabilité individuelle que chacun de nous a par rapport à une sensibilité phénoménologique, humaniste, dans les domaines de la psychiatrie et de la psychologie aujourd'hui. Aller à la découverte des domaines, pas seulement comme l'ethnopsychiatrie, il y a par exemple des travaux d'une anthropologue médicale sur l'écopsychiatrie qui cherche aujourd'hui de voir comment les mal-être, la souffrance psychique de certaines populations naît à partir du changement climatique, de la condition des désastres qu'il y a dans des territoires qui oblige la population à se déplacer continuellement ou à n'avoir plus la possibilité de maîtriser les territoires. Et donc, vous voyez, il y a quand même des expériences qui ne donnent pas juste la réponse la plus vite. C'est la vulnérabilité de l'individu, c'est quelque chose qui se passe dans son processus synaptique qui ne marche trop, il faut donner les médicaments tels, mais qui interroge toujours la relation entre l'individu, la communauté, les territoires, les changements sociaux et politiques qu'il y a dans les contextes historiques où ça arrive, et cherche de voir les symptômes comme l'expression d'un troublement de l'histoire et pas seulement d'un désordre de l'individu. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. À vous, hein, merci encore. Merci, vraiment, été super et j'espère vraiment avoir dit les choses d'une façon claire avec une français super impressionné. bricolé, vraiment clair. Très clair. Jamais Merci. appris à l'école. Très clair. C'est bien. Merci à vous, beaucoup vraiment, merci. merci. À vous tous, merci.
Merci.